Alors, on va continuer ensemble avec du personal branding. Qu'est-ce, me diriez-vous? En général, quand on pense branding, brand marque, on va penser à produit, on va penser à entreprise, on va rarement penser à soi-même. Et pourtant, c'est bien ce dont va nous parler Frédéric Bernier. Alors, Frédéric est formateur, conférencier, formateur, coach spécialiste de l'émergence des talents. Il était historiquement créatif et directeur artistique, donc a priori, vous pouvez lui faire confiance pour révéler le beau qui est en vous. Merci d'accueillir Frédéric. Bien. Bonjour tout le monde, merci d'être là pour ce petit moment pour vous parler de personal branding, de marque subjective comme je l'appelle. Donc on va passer un bon quart d'heure ensemble pour vous donner quelques clés par rapport à ce sujet, sur le sujet de la marque employeur et aussi repartir avec quelques actions concrètes pour commencer à développer votre propre marque subjective. Première idée à travers cette citation, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc un aphorisme d'Oscar Wilde, vous connaissez sûrement. Donc ça c'est en synthèse l'esprit du personal branding. D'un point de vue purement marketing, en fait, petit clin d'œil à Bryce DeNice, en fait, qui dit pas « je suis content de vous connaître », mais qui dit plutôt ça. Donc là, c'est la vision en fait, négative qu'on peut avoir du personal branding. J'ai même quelqu'un qui m'avait parlé de personal branding, c'est très élégant. Et voilà. Donc en fait, c'est pas forcément très bien accueilli, bien accepté en France. Ça l'est beaucoup plus dans un univers anglo-saxon. Le marketing de soi, se considérer soi et son image comme une marque, c'est le principe de fonctionnement du personal branding. Donc en gros, pour un produit, par exemple une bouteille d'eau minérale, vous avez un logo, vous avez en fait un nom, et donc le logo c'est votre visage, votre nom c'est votre patronyme, et puis ce que vous consommez c'est qui vous êtes. Donc en gros, vous invitez les personnes à découvrir qui vous êtes. Donc pourquoi moi je parle plutôt de marque subjective? Parce que la notion de marque personnelle pour moi ça ne convient pas, puisque personnel il y a une notion de propriété qui me dérange, et puis il y a quelque chose de très égocentré, alors que la bonne traduction pour moi c'est vraiment cette notion de singularité, cette notion de subjectivité. Et vous comprendrez un peu plus pourquoi suite à mes slides. Pour qui c'est intéressant de développer sa marque subjective? En fait, c'est intéressant pour quatre profils d'individus. Les indépendants, quand vous êtes indépendant, vous avez intérêt à vous différencier et à définir une valeur ajoutée exclusive. J'appelle votre VAE, votre valeur ajoutée exclusive, devenir le spécialiste ou l'experte d'un sujet. Pour les dirigeants, d'autres enjeux, le leadership, inspirer confiance en interne, en externe, et puis aussi quelque part travailler la marque, ce que j'appelle la marque sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire utiliser la posture du dirigeant, l'individu, dans une communication RSE. Ça peut être intéressant. Pour le salarié aussi, l'enjeu c'est l'employabilité. Donc l'employabilité, c'est le pouvoir d'attraction qu'on a en tant que talent. Il est utile en interne pour changer en fait de poste, pour la mobilité, que ce soit géographique ou en compétences, profil, et puis en externe pour attirer les chasseurs de talent et pourquoi pas se voir proposer des projets et voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Quatrième profil, c'est l'étudiant, voire le lycéen. L'enjeu ici, c'est l'orientation. Donc, quitte à révéler les talents, autant le faire au plus jeune âge. Je vous parlais de moi brièvement. En fait, mon talent à moi, je pense l'avoir trouvé. Aujourd'hui, je pense que mon talent, c'est de révéler celui des autres. Donc, je suis spécialiste en fait en émergence des talents. Mon approche, elle est à la fois singulière et à la fois, elle reflète un élan, un mouvement citoyen, voire spirituel, mais en tout cas au moins un événement, je dirais, international. C'est qu'effectivement, on voit bien que cette quête de sens individuel, elle émerge partout dans le monde. Et donc, ma démarche, elle est à la fois holistique et systémique. Et vous comprendrez
Pourquoi? L'idée d'une approche tout simplement globale. Donc, comme mon approche elle est holistique et systémique, du coup, j'appréhende l'être humain à 360 degrés, donc cœur, corps, esprit. Donc, pour se mettre en lumière, il y a une première phase qui est fondamentale, qui est de trouver son talent. Et pour trouver son talent, ça ne peut pas passer autrement que par la connaissance de soi. Donc, regarder à l'intérieur de soi, donc savoir vraiment qui on est, quel est notre parcours, qui on a envie de devenir et foncièrement, naturellement, quelle est notre mission de vie et pourquoi on est là sur Terre. Une fois qu'on a trouvé notre talent, la deuxième phase, elle est plus ancrée, plus pragmatique. On est sur la mise en lumière du talent, donc on revient à des sujets tels que le marketing ou la communication. C'est pour ça que, comme moi, bien évidemment, et comme chacun, je n'ai pas tous les talents, je n'ai pas toutes les compétences. J'ai réuni autour de moi des personnes brillantes, merveilleuses, qui partagent les mêmes valeurs et qui accompagnent nos clients et nos patients. Ces personnes sont des thérapeutes, des coachs, des communicants et différents professionnels de la santé et du bien-être. Et aujourd'hui, j'entreprends un voyage un peu à travers le monde. Donc, je suis allé au Québec il y a quelques semaines. Je vais probablement aller au Luxembourg, à Casablanca, puis ailleurs, pour justement faire naître des collectifs d'intervenants de ci, de là, pour révéler les talents. Alors, j'ai pour vous une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que selon un institut qui est assez connu dans le monde RH, l'Institut Gallup, d'il y a quelques années déjà, qui a mesuré en fait l'investissement et l'engagement des salariés dans les entreprises dans 140 pays. Donc on a une visibilité vraiment globale. Que nous disait cette étude? Qu'environ 90% des salariés sont désengagés, voire activement désengagés. Comme disait Isaac Getz sur le sujet de l'entreprise libérée, la personne activement désengagée est comme un renard qui vient vous manger des poules qui sont censées pondre des œufs d'or. La grande majorité des salariés donc, ne sont pas engagés et ne sont pas à leur place, un peu comme un poisson qui ne serait pas dans le bon bocal. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité et donc on le voit tout autour de nous, même vous-même, vous êtes probablement concernés. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'image de ce diamant, c'est qu'on a tous du talent. Moi, je suis convaincu que nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre, et donc nous sommes 7 milliards de talents. Donc ça devient très compliqué à imaginer, puisque ce que je suis en train de vous dire, c'est que je parle de talent exclusif, c'est-à-dire individuel, singulier, subjectif. Ça veut dire que chaque être humain a un rôle à jouer qui va être unique. Et là, l'approche systémique, elle commence à prendre tout son sens. C'est qu'effectivement, révéler son talent, c'est un intérêt pour soi, mais surtout, c'est vertueux pour les autres. Et on comprendra un peu pourquoi après. Alors, je vous parle de talent à plusieurs reprises. Lors des conférences ou des ateliers que je peux animer ou qu'on peut animer, on interroge souvent les participants sur la différence entre talent et compétence. Donc, quelles sont les différences qui émergent? Et c'est vrai que collectivement, on a des réponses qui sont souvent identiques. Donc, je vais les partager avec vous et ce serait intéressant que vous y réfléchissiez pour vous dire finalement, qu'est-ce qui relève de mes compétences et qu'est-ce qui relève de mon talent? C'est assez rare d'avoir identifié en soi son talent. Ce qui est triste d'ailleurs, c'est que beaucoup de personnes passent toute leur vie à côté de leur talent. Des personnes qui ne sont pas forcément totalement incarnées, c'est-à-dire qu'ils sont là mais ils ne sont pas totalement là. On les reconnaît un peu, le regard un peu absent, qui passent leur vie à la gagner et qui passent à côté. Donc il y a vraiment un lien entre cette notion de talent et cette notion aussi d'incarnation et d'existence et de conscience de pourquoi on est là et pourquoi on existe. Donc, différence entre talent et compétence. Un talent, c'est inné. Déjà, point de départ essentiel, le talent est inné, donc nous naissons avec notre talent. Donc c'est à l'intérieur de soi également. Vous pourrez faire autant de bilans de compétences que vous voudrez. Effectivement, ça a deux vertus, un bilan de compétences. Venir chercher une légitime validation de mes compétences par quelqu'un qui est inconnu,
Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, pour certains. Deuxième idée, oui, ça peut me permettre de porter mon regard sur des compétences que j'ai ou que je pourrais développer et que je n'avais pas imaginé. Ok, donc ça a un intérêt. Si vous cherchez votre talent en faisant un bilan de compétences, vous pouvez chercher longtemps. Ça ne sert à rien puisque ce n'est pas à l'extérieur de soi que vous allez le trouver. Le talent, ça répond à la question « qui je suis ?» Ça, c'est fondamental. Ça répond à la question « qui je suis ?» Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, culturellement, on lui pose toujours la même question. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok, donc on est dans le faire, on est dans le savoir-faire, on est dans la compétence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de demander à un inconnu, qu'aimes-tu faire dans la vie? Déjà, ça devient plus intéressant. Qu'aimes-tu faire dans la vie? Mieux encore, qui es-tu? Et par itération, quand vous posez la question 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, commencez à gratter, et là, il y a des belles choses qui émergent. Et ça parle du talent. Le talent ne s'apprend pas puisqu'il est inné. Donc puisqu'il ne s'apprend pas, il ne se transmet pas. Donc inutile, si vous êtes en gestion des ressources humaines, de vous dire que quelqu'un qui part à la retraite, qui a un vrai talent pour quelque chose, inutile de tenter de le transmettre à quelqu'un d'autre si ça relève du talent. Ça se mesure également difficilement puisque c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Et d'ailleurs, je parle plutôt de puissance pour le talent. Alors là où je vais parler de niveau en fait pour les compétences. Si vous prenez les langages informatiques ou les langues étrangères, vous voyez bien qu'il y a des niveaux. Vous avez un niveau intermédiaire en PHP, vous êtes bilingue anglais-allemand, etc. Pour moi, je parle plutôt de puissance pour le talent et quelque chose qui est infini en fait. Le talent se découvre chez soi et chez l'autre via l'introspection, je vous l'ai dit. Et en fait, le meilleur moyen de sentir et de ressentir un talent, c'est de débrancher en fait votre cerveau. Le meilleur canal qui va vous informer le mieux, c'est votre deuxième cerveau, autrement dit votre ventre. Donc votre ventre et votre cœur. Mais si vous êtes dans la tête, vous n'arriverez pas à trouver votre talent. Donc c'est subtil. Ce que j'ai pu observer aussi en accompagnant des personnes pour trouver leur talent, c'est que lorsqu'on vit un trauma, quel qu'il soit, on a 2 façons de réagir. Soit on se bat, on cherche l'énergie et la force de se relever, soit on abandonne, on se laisse mourir, voire on se donne la mort. Donc il y a vraiment 2 choix et une responsabilité. Les personnes qui ont fait le choix de se battre trouvent des ressources en elles qu'elles n'imaginaient pas exister. Et sur ce chemin de la résilience, elles trouvent leur talent. Il y a une prédisposition à trouver son talent lorsqu'on vit un trauma. Donc ma conclusion, ce n'est pas une conclusion judéo-chrétienne qui serait de dire faut se flageller, faut souffrir pour trouver son talent. C'est juste que dans cette résilience, il y a une prédisposition intéressante. Et puis enfin, par rapport à cette comparaison talent-compétence, le talent sert les autres. Si vous êtes extrêmement compétent dans quelque chose, mais que ça ne sert à personne, ça n'est pas un talent. Le talent permet d'identifier sa mission de vie et il n'y a aucune mission de vie qui n'est pas altruiste. C'est ce que j'ai pu observer, c'est une conviction que j'ai. Lorsque vous êtes sur votre mission de vie, systématiquement, ça sert les autres. Donc il y a forcément quelque chose à comprendre par rapport à ça. Alors, je vais maintenant vous partager avec vous un cadeau. C'est qu'en quelques images, vous dire que j'ai identifié 3 critères qui, lorsqu'ils convergent, nous permettent de savoir lorsqu'on est dans notre zone de talent. Le premier critère, c'est le plaisir, la joie. Lorsque vous faites ce que vous faites et que vous ressentez énormément de joie, ça c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la fluidité. La fluidité, c'est naturel, c'est facile. Les gens vous disent, bon, c'est incroyable Isabelle, je serais incapable de faire ça. Puis souvent on se dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai juste fait ça, j'ai juste dit ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Eh ben, c'est trompeur puisque si, c'est extraordinaire. Et le troisième critère, c'est la gratitude. La gratitude des autres envers vous, envers ce que vous faites, envers ce que vous êtes. Lorsque les 3 convergent, c'est que probablement vous êtes dans une zone de talent très forte.
Alors, 7 actions pour développer votre marque subjective. Rapidement, créer un blog. Bien sûr, le prérequis, c'est d'avoir identifié votre talent. Donc, un blog sur votre sujet d'expertise. Développer des relations presse. Ce n'est pas intuitif lorsqu'on est un individu, et pourtant, ça peut être très malin. Animer des conférences, coécrire un ouvrage collaboratif, identifier un mentor, une personne qui va vous accompagner en fait sur votre cheminement, votre positionnement, soigner votre profil sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, Twitter et Facebook. Et pourquoi pas enfin développer un signe distinctif vestimentaire, voire même physique. Alors au fond, pourquoi est-ce si important de trouver son talent? Pour moi, trouver son talent, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité puisque, comme je vous l'ai dit, quand vous trouvez votre talent, vous trouvez votre mission de vie et donc vous trouvez un sens à votre existence. Donc vous devenez pleinement la personne que vous êtes censé être dans cette vie et vous inspirez les autres. Lorsqu'on trouve son talent, les personnes qui sont à leur place, leur juste place, on les reconnaît parce qu'elles rayonnent. Vous avez sûrement autour de vous des gens qui vous inspirent parce qu'ils rayonnent. Donc ça vous donne envie, vous-même, de trouver votre chemin parce que vous vous dites « Waouh, ça dégage et en plus, elle a l'air d'être sacrément heureuse. J'aimerais bien connaître ce bonheur-là aussi. » Donc l'enjeu, c'est le bonheur de chacun. Et en conséquence, et c'est pour ça que ma démarche elle est holistique et systémique et ça me paraît juste, c'est qu'en conséquence, plus on aura des personnes épanouies et heureuses, plus on sera en paix collectivement en société. C'est pour moi un facteur important. Donc je vous invite à poser votre regard sur ceux qui vous inspirent. Alors, cette métaphore de horde de chevaux par rapport à la marque employeur, en quelques mots, la marque employeur, c'est le fait de valoriser l'entreprise comme employeur. Donc, s'il y a des fonctions RH dans la salle, vous dire que les deux objectifs de la marque employeur, il y en a un interne et un externe, pour faire très simple. L'objectif externe, c'est d'attirer et de capter les meilleurs talents. Le deuxième objectif est interne, c'est de les fidéliser, c'est de les garder. Il faut savoir qu'en France, on recrute dans 90% des cas sur des critères de compétences et on se sépare dans 90% des cas pour des raisons de comportement. Donc la compétence, ça s'apprend, le savoir-être, moins déjà. Le talent, encore moins. Donc autant s'intéresser avant tout au talent, au potentiel, plutôt qu'aux compétences. Lorsque nous sommes dans notre zone de talent, nous sommes heureux. Et il y a un personnage que vous connaissez sûrement qui est Laurence Vanet, qui est l'ancienne DRH de la sécurité sociale belge, qui nous disait qu'un salarié heureux, eh bien, il est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, il est 9 fois plus loyal et il est beaucoup plus créatif. Donc, sachant qu'en France, se séparer d'un collaborateur, ça coûte 3 fois plus cher que de le recruter, que ce soit pour des raisons humanistes ou pour des raisons économiques, tous autant qu'ils sont, les dirigeants et les décideurs ont tout intérêt à intégrer cette notion de gestion des talents. Pourquoi ça ne fonctionne pas si facilement? Pourquoi, en fait, si c'était si simple, pourquoi ça n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une clé de succès pour que ça fonctionne, et la clé de succès est ce que j'appelle la congruence. La congruence, c'est la cohérence entre les paroles et les actes. Pour qu'une marque employeur soit authentique, il faut que les dirigeants, en fait, qui prennent une posture de leader, soient congruents. La majorité des entreprises que j'ai rencontrées n'ont pas de dirigeants congruents. Donc c'est une espèce en voie d'apparition. C'est la bonne nouvelle. Et je suis très optimiste par rapport à ça. Surtout que le temps fait son œuvre et la génération est en train de prendre le pouvoir, les trentenaires, les cadres, etc. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, je vous invite à prendre un chemin merveilleux, un voyage merveilleux qui est cette quête de vous-même, cette quête de sens, d'aller à la rencontre en fait de vos talents. Il y a une phrase que je répète comme un mantra.
qui pour moi fait sens chaque jour. C'est que la meilleure façon de se connecter aux autres, c'est de se révéler à soi-même. Et pour les geeks comme moi, petit rappel de l'oncle de Spider-Man, je vous laisse lire, tout simplement. Et je vous remercie pour votre écoute.